You filmed him dying. Hey, that's what I do. It's my job. I like to say that if you're seeing me, you're having the worst day of your life. Lou Bloom est un virus pour tous ceux qu'il côtoie. Petit délinquant trentenaire, il vit en totale autonomie de vol et de trafic divers. En apparence souriant avec ses interlocuteurs, on constate peu à peu que ce qu'il montre aux gens n'est qu'une façade. Ce solitaire ne ressent en réalité d'émotion que pour lui-même. Sa curiosité et son intelligence apparaissent en revanche comme une évidence. Autodidacte, il s'informe de son côté sur le management, l'économie et les clés de l'entrepreneuriat. Il omet néanmoins de citer la principale chose qu'il étudie depuis des années, l'humanité. Excuse me, sir. I'm looking for a job. In fact, I've made up my mind to find a career that I can learn and grow into. Who am I? I'm a hard worker. I set high goals, and I've been told that I'm persistent. Pour être persistant, Lou Bloom l'est, persistant pour voler. La première fois qu'on le voit, il entre par effraction dans un chantier pour y dérober de l'acier. Il est rapidement appréhendé par un agent de sécurité. À aucun moment il n'éprouve du stress ou ne cherche ses mots. Il mène même la conversation tout en observant son interlocuteur. Un léger regard vers la montre luxueuse du gardien et son choix est fait. Lou est un rapace, un profiteur qui se nourrit des richesses des autres. Son ambition le pousse à négocier pour vendre ses marchandises volées. Le problème est son décalage total avec l'humanité qui le pousse à commettre des erreurs. Pour continuer à bien gagner sa vie, il doit donc en apprendre davantage sur sa propre espèce. How about an internship then? A lot of young people are taking unpaid positions to get a foot in the door. That's something I'd be willing to do. I'm not hiring a fucking thief. Lou Bloom est comme un alien dans un corps d'homme. Il semble dénué de toute morale ou d'émotion humaine. Pour profiter des autres humains, encore faut-il les comprendre. C'est ce que Lou cherche sans cesse à faire, apprendre de l'humanité. Il n'y appartient en effet qu'en apparence. Il a le visage d'un humain, le corps d'un humain, il s'habille comme un humain, vit comme un humain, mais c'est tout. À l'intérieur, il n'y a aucune émotion altruiste, aucune empathie, aucun remords, aucune compassion, aucune remise en question de soi, rien. Il est cependant assez intelligent pour comprendre que les humains qu'il côtoie sont des êtres sensibles, qui donnent de l'importance aux interactions sociales. Il ne faut donc pas les froisser ou les ignorer, car c'est mauvais pour le business. Afin d'atteindre ses objectifs financiers, Lou se met à apprendre de son espèce. On le voit dès le début quand il tente de vendre de l'acier volé à un artisan. Malgré plusieurs refus, Lou persiste et lui propose de travailler pour lui. Nouveau rejet du chef qui lui répond qu'il n'embauche pas de voleur. Ce qui est intéressant est que Lou ne se sent absolument pas attaqué ou insulté, car il n'a aucune morale. En l'absence de principe, le mot de voleur n'a en effet aucun poids émotionnel à ses yeux, il n'est pour lui qu'un simple terme juridique. Il se met donc à sourire, car il est exalté d'avoir appris sa première leçon. Les humains accordent énormément d'importance à la réputation d'une personne. Guidé par le profit, Lou sait que son mode de vie parasite n'est pas viable pour lui rapporter suffisamment d'argent. Le jeune homme est ambitieux et veut plus. Pour cela, rien de mieux que de créer son propre business et le faire fructifier. Alors qu'il rentre chez lui après une longue nuit de délinquance, Lou est témoin d'un accident de voiture. Il est tout de suite intrigué par la scène qui s'ensuit. Non pas qu'il se soucie de la vie des blessés, mais il est obnubilé par Joe, un caméraman qui filme la scène. Cet homme est un nightcrawler, c'est-à-dire un journaliste freelance, qui patrouille la nuit à la recherche de faits divers qu'il filme et vend aux chaînes de TV locales. Voilà l'activité qui lui correspond parfaitement, une activité de rôdeur nocturne. Il commence dès le lendemain avec les moyens du bord. Pour pouvoir exercer, Lou doit acquérir une caméra et une radio connectées à la fréquence de la police. Pour en payer le prix élevé, il vole un vélo de course dans la rue et s'en sert comme monnaie d'échange. Très motivé par cette nouvelle activité, Lou se met à apprendre par cœur les codes 10 de la police. Lorsqu'il se branche sur leur fréquence, il sait ainsi décoder les crimes et les accidents en cours. Après plusieurs tentatives manquées, il finit par filmer son premier fait divers. Il s'agit d'un homme gravement blessé après le vol de sa voiture. Il vend le film pour 250 $ à une chaîne de télévision locale. C'est là qu'il fait la rencontre de Nina, la directrice d'information de nuit. Tout de suite, on comprend que les deux sont sur la même longueur d'onde. Face au gros plan filmant la mort du vieil homme, Nina et Lou sont les deux seuls ayant le sourire aux lèvres. Ce type de contenu extrême signifie audience, et donc revenu pour Nina.
Pour Lou, cela implique un prix de vente plus important. Le manque total d'empathie est donc une nécessité pour réussir dans ce domaine. On ne sait en revanche pas jusqu'où Lou est prêt à aller pour développer son entreprise. 40 ans auparavant, un jeune homme à la personnalité similaire se lance comme lui à la conquête du rêve américain. Ted, it is about 2:30 in the afternoon. You are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock if you don't receive another stay. Eleanor Louise Cowell est une Américaine originaire de Philadelphie, née en 1924. En 1945, elle fait la rencontre d'un vétéran de l'armée, Jack Worthington, de qui elle tombe enceinte un an plus tard. Durant sa grossesse, Jack l'abandonne lâchement et ne donne plus de nouvelles. Le 24 novembre 1946, Eleanor accouche d'un garçon, qu'elle nomme Theodore. À une époque où les naissances hors mariage étaient très mal vues, Eleanor et sa famille décident d'élaborer un mensonge pour se protéger. Elle prétend à son enfant être sa grande sœur, tandis que ses grands-parents se font passer pour ses parents biologiques. Samuel, son grand-père, est un homme impulsif et violent. Il est connu pour ses actes de cruauté envers les animaux, que cela soit de donner des coups de pied aux chiens ou balancer les chats par leur queue. Il frappe ceux qui le mettent en colère et abuse émotionnellement sa femme. Cette dernière souffre depuis des années de dépression et d'agoraphobie. En 1948, Eleanor quitte cet environnement toxique pour s'installer à Tacoma, dans l'état de Washington. C'est à ce moment que Teddy comprend, malgré son jeune âge, qu'Eleanor est bel et bien sa mère. Sa tante raconte à quel point son neveu était déjà bizarre très jeune. Elle se souvient d'une nuit où elle est réveillée par un Teddy, âgé de seulement 3 ans, qui se tient tout sourire près de son lit. Quand elle soulève sa couverture, elle y découvre plusieurs couteaux de cuisine, qui venaient d'être placés là par le garçon. Plus tard dans son enfance, Teddy prend l'habitude de torturer des animaux. Il se procure des souris à l'animalerie et s'amuse, selon lui, à jouer à Dieu. Il se cache dans les bois et décide quelle souris il va écarteler et laquelle il va épargner. En 1951, la mère de Teddy fait la rencontre de Johnny Bundy, un cuisinier avec qui elle se marie. Elle aura 4 enfants avec lui. Ted entretient de mauvaises relations avec son beau-père. Dès son plus jeune âge, il partage déjà des points communs avec Lou Bloom. Il est matérialiste et extrêmement ambitieux. Il ne supporte pas le fait que ses camarades soient issus de familles aisées alors que lui fait toujours partie des classes populaires. Il veut les jouets et les fringues les plus chères pour mieux s'intégrer à l'école. Son beau-père n'a néanmoins pas les moyens de les lui offrir. Il grandit donc en le méprisant, que cela soit son intelligence ou son manque d'ambition professionnelle. Son obsession pour l'argent et son manque de morale le poussent, comme Lou, vers la petite délinquance. Durant son adolescence, se découvrant une passion pour le ski, il commence à voler les équipements qu'il ne peut s'acheter. Il se met également à falsifier les tickets de remontée mécanique pour skier gratuitement. Vers ses 15 ans, il tente de voler une voiture en vain et n'obtient qu'un avertissement. La nuit, il se met à épier plusieurs de ses voisines. Il observe les femmes et les adolescentes se changer. That basically I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum, or I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. Très discret dans ses activités perverses, il parvient à passer pour quelqu'un de normal auprès de son entourage. Il est à cette époque plutôt bien vu de ses camarades, mais il est encore loin d'être le charmeur et le manipulateur qu'il sera plus tard. Comme Lou, il doit encore apprendre à comprendre les interactions sociales, afin de les utiliser en sa faveur. Il déclare d'ailleurs de ses années lycée ceci. Are you Richard? Rick. I'm Louis Boom. Oh, hey, Lou. Louis, sit down.
Lou doit jouer pour tisser des relations d'affaires et promouvoir son travail. Pour rassurer ses interlocuteurs et gagner leur confiance, encore faut-il apparaître comme sociable et extraverti. C'est bien ce que Lou doit apprendre. Cet apprentissage est visible quand il regarde une comédie. Le rire préenregistré d'une scène lui indique qu'elle est censée être drôle, mais elle ne provoque rien chez lui. Il se tourne alors, comme s'il était observé, et rigole. Il a dès lors l'allure d'un comédien préparant une scène. Lou sait que rire aux blagues d'un partenaire le met à l'aise, détend l'atmosphère et facilite les négociations. Ce qui nous paraît naturel est donc une totale découverte pour lui. Un autre moment intéressant illustre ce qui sépare Lou des autres. La nuit où il tente de vendre son premier film, il détaille ce dont il a été témoin. Sa manière de parler est alors en décalage total avec la scène qu'il décrit. What is it? It's a shooting. A man was shot several times, in fact. He's laying on the ground. He's bleeding on the ground. I'd be surprised if he survived, honestly. He was shot during a carjacking. Okay, well, we're getting that from Ace. I was there. I was much closer to what happened. Il raconte les souffrances d'un homme se vidant de son sang avec une totale décontraction, alors qu'il n'était qu'à 1 mètre de lui. À aucun moment cette scène macabre ne l'a marqué car il n'a pas d'empathie. On voit là que Lou a encore du progrès à faire dans son imitation de l'humanité. Une personne normale aurait en effet parlé de la victime avec un ton grave et sérieux. Pour s'intégrer professionnellement, il a appris un vocabulaire soutenu et orienté business. Le problème est qu'il l'utilise sans cesse, peu importe son public. Or, personne ne parle de la même manière à son patron, son meilleur ami, sa famille ou une connaissance. Ce vocabulaire rend ses prises de parole très théâtrales. Quand il dévoile sa supposée passion pour le journalisme à Nina, il démontre un grand jeu d'acteur. Television news might just be something I love, as well as something I happen to be good at. Quand il finit son speech, sa réaction est intéressante. Elle nous montre qu'il n'est pas fier du contenu de son discours, mais de la manière dont il l'a dite. On TV, it looks so real. Il est en effet heureux d'être parvenu à simuler des émotions humaines le temps d'un monologue. Il prétend ainsi être doté d'un point sensible et être animé par une passion. Il est en fait animé par l'adrénaline que lui procure ce métier et par les gains financiers qu'il peut obtenir. Do you have a cell phone? Yeah. Does it have GPS? Yes, it does. Yeah. Congratulations, you're hired. Okay. Pour développer son entreprise, Lou décide d'embaucher. Il est loin d'être sélectif puisqu'il accepte le premier venu, Rick. Rick est un SDF prêt à tout pour gagner juste de quoi survivre. Il doit d'abord passer par ce que Lou est passé, à savoir apprendre par cœur les codes radio de la police. Il est aussi chargé de guider Lou vers les faits divers et garder sa voiture quand il filme. La manière de parler de Lou apparaît à nouveau comme fausse auprès de Rick. Ce dernier a en effet très peu de vocabulaire, et Lou lui parle comme s'il était issu d'une famille royale. Il a un langage très business, alors que Rick est au plus bas de l'échelle sociale. Les mots qu'il utilise sont tout droit sortis d'un discours de Macron. Opportunité, performance, croissance, pensée innovante, tout cela sonne faux, vide. Ces belles formules n'existent en effet que pour cacher le fait qu'il le vole. Même quand il l'augmente, il continue de le sous-payer. I've been seeing a great improvement in your overall focus and order following. I'm also aware of your increased enthusiasm. It's great to see your eyes light up when you're working on a new idea. I hope you'll be inspiring us with your innovative thinking for years to come, which is why I'm promoting you to Executive Vice President of Video News. Does it come with a raise? Absolutely. Pick a number. 75? Agreed. I could have gotten more, couldn't I? Absolutely. Si Ted Bundy accorde cette interview, c'est parce qu'il tente un dernier coup de poker pour échapper à la peine de mort. Condamné pour avoir tué 30 femmes dans les années 70, Ted a encore une chance d'obtenir une grâce. Son intervieweur se nomme James Dobson. Ce chrétien évangélique est un leader religieux influent dans la politique et pourrait faire pression pour lui. Ted l'a donc étudié, de ses principes à ses combats politiques. James est un conservateur très attaché à la famille en tant que structure protectrice et de développement de l'enfant. Il lutte contre l'homosexualité, l'avortement, la consommation d'alcool, de drogue, mais surtout la pornographie. C'est là son combat principal depuis plusieurs années. C'est donc ce dernier point que Ted utilise pour manipuler son intervieweur. Avant de vous dévoiler en détail ses techniques de manipulation, nous allons nous concentrer sur son premier objectif, établir du lien et un climat de confiance avec son interlocuteur. Il commence subtilement, en remerciant James de sa présence. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm and in large part because I'm here with you.
Il prétend ensuite partager les mêmes valeurs que lui. Il a en plus l'intelligence de le faire de manière indirecte. Plutôt que de sortir une déclaration vague de ce type, il adopte un discours plus précis en défendant sa famille. Il détaille ensuite le type de famille modèle dans laquelle il a grandi, créant une proximité avec l'idéal défendu par le révérend. Part of the tragedy of this whole situation is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. It wasn't a perfect home. Well, no, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this, because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know how, what happened, and I think this is a message I want to get across. C'est à ce moment que son grand jeu d'acteur commence. Il mime, à l'instar de Lou Bloom, plusieurs émotions humaines qu'il ne ressent pas. Il s'agit d'abord de l'empathie et de la compassion, quand il fait mine d'être soucieux envers sa famille. Après cela, place au prétendu remords, lorsque James le questionne sur ses premiers meurtres. Ted, after you committed your first murder, what was the emotional effect on you? What happened in the days after that? Well, again, please understand that even all these years later, it's very difficult to talk about it, and reliving it through talking about it is difficult to say the least, but I want you to understand what happened. La réalité est l'exact opposé de sa réaction. Ces meurtres n'étaient pas des pulsions qu'il avait honte d'assouvir, mais de véritables fantasmes. Il prenait énormément de plaisir à violer et tuer, autrement dit, à exercer le contrôle le plus total sur ses victimes. Nous savons qu'il n'avait aucun remords pour ses actes pour une raison simple. Les semaines suivant certains meurtres, il revenait sur les lieux violer à nouveau la victime, jusqu'à que l'état de décomposition lui en empêche. Durant l'interview, James finit par aborder le meurtre qui a le plus choqué l'Amérique, celui de Kimberly Leach, âgée de seulement 12 ans. Le criminel se montre alors tourmenté par l'événement. One of the final murders that you committed, of course, was apparently little Kimberly Leach, 12 years of age. I think the public outcry is greater there because an innocent child was taken from a playground. What did you feel after that? Were there the normal emotions 3 days later? Where were you, Ted? I can't really talk about that right now. That's too painful. I would like to be able to convey to you what that experience is like, but I can't. I won't be able to talk about that. Okay. Pause. Retour en arrière. Be able to talk about that. Okay. Voilà le vrai visage de Ted Bundy. Voilà le vrai visage d'un monstre. Quand Ted lève les yeux, il vérifie que son acting marche auprès du révérend, avant de reprendre la comédie. Un homme bouleversé regarderait en effet dans le vide, ou par terre, mais surtout pas dans les yeux de son interlocuteur. C'est uniquement parce que l'entrevue est filmée que ce moment d'1 seconde est visible. À vitesse réelle, impossible de le remarquer. Le choix des mots, sa cadence, ses pauses et son intonation sonnent extrêmement justes, et c'est cela qui est inquiétant. Si nous ne savions pas qui il était, nous n'aurions jamais remarqué ses mensonges. Crash with injuries, good neighborhood. I think it was a head-on collision. You tell me exactly what happened. Will you get the camera in my face? Get it out!
I'm trying to talk to 911! Mimer est pour Lou et Ted un moyen très utile de se fondre dans la masse et passer inaperçu. Pour réaliser ses objectifs, Lou doit maintenant manipuler l'humanité. Nina lui est d'une grande aide puisqu'elle le conseille et l'encourage dans son activité. Elle connaît parfaitement son audience et en livre la psychologie à Lou. Il faut leur faire ressentir des émotions pour les garder scotchés à leur écran. Pour ce faire, Lou doit fournir du contenu graphique. La violence crée un choc, une sensation, mais seulement à court terme. Elle vous permet de capter le spectateur le temps d'une émission, mais pas plus. Le but de Nina est de transformer le spectateur ponctuel en spectateur régulier. Pour cela, il faut lui procurer une émotion qui reste, une émotion que l'on garde en nous sur du long terme. La paranoïa. Si l'insécurité est bel et bien une réalité dans certains quartiers, elle n'est seulement qu'un sentiment dans d'autres. Ce sentiment, ce sont les chaînes d'infos comme celle de Nina qui le créent et l'entretiennent. L'information n'est jamais diffusée dans la même proportion que l'occurrence des faits. Elle est diffusée dans le but d'instaurer une vision erronée de la réalité. Le message à transmettre aux téléspectateurs est simple. Si même les quartiers riches sont concernés par une vague de crimes, alors il n'y a plus d'endroit sûr dans la ville. Une audience qui a peur voudra forcément se tenir informée de ces crimes et regardera davantage la chaîne. Les conseils de Nina et la persévérance de Lou lui permettent de progresser dans sa profession. Il ne fait cependant pas le poids face à son concurrent Joe, qui dispose de davantage de moyens. Lorsqu'il se précipite pour filmer les victimes d'une fusillade, il arrive trop tard et repart la carte mémoire vide. Il comprend en revanche une chose importante. L'aspect gore n'est pas le seul critère pour faire un bon film. Il faut aussi le sens du spectacle et de la mise en scène. Certains plans plus light transmettent en effet davantage d'émotions que des plans macabres. Ce moment ne montre pas juste les qualités de mise en scène de Lou, il nous montre surtout à quel point il comprend comment susciter de l'empathie et du choc. Quand il rapproche les photos des impacts de balles, il offre au spectateur une analyse symbolique de la scène. Les balles perdues n'ont pas brisé l'amour d'une famille. Lou fait ensuite un second plan ingénieux à travers la vitre endommagée. Il sait que les spectateurs ne retiendront pas le nom des victimes ou la raison de la fusillade. Ils retiendront en revanche les deux images marquantes, et avec elles, la chaîne qui l'a diffusée et potentiellement le journaliste qui l'a filmé. Lorsqu'il apporte son contenu à Nina, il marque des points et reprend du galon. Incité à proposer le meilleur plan possible, il se détache de plus en plus des victimes qu'il côtoie. La nuit suivant son premier succès, il arrive avant l'ambulance sur les lieux d'un accident de voiture. Il commence à filmer mais ce qu'il voit n'est à ses yeux pas assez artistique. Il déplace donc le cadavre pour améliorer son plan. C'est l'illustration parfaite de sa capacité à déshumaniser les autres. La victime de l'accident n'est pas une personne, mais un simple objet dans son décor. Ce genre de trouvailles immorales l'aide à améliorer son contenu, mais surtout à étoffer sa réputation. Là où Lou met en scène les faits divers qu'il filme pour améliorer son contenu, Ted, lui, se mettait en scène lui-même pour attirer ses victimes dans un endroit isolé. Il avait deux techniques, apparaître en détresse ou bien apparaître comme une figure d'autorité. Pour simuler un état de faiblesse, il enfilait un plâtre au bras ou au poignet ainsi qu'une attelle. Il approchait ensuite les jeunes femmes à la vue de tous et leur demandait de l'aide. Le plus souvent, il leur expliquait qu'il avait du mal à charger un objet dans son coffre. Ayant pitié de lui, ses victimes le suivaient jusqu'à sa voiture, à l'abri des regards. Sa seconde méthode était de se déguiser en policier ou en pompier, pour rassurer ses proies. Une fois à son véhicule, il les assommait à coups de massue, les menottait et les plaçait dans le coffre ou à l'avant. Ted Bundy avait en effet retiré exprès son siège passager pour y placer les corps inconscients de ses victimes sans qu'elles soient visibles de l'extérieur. Il les conduisait ensuite dans un endroit éloigné qu'il avait repéré auparavant afin d'assouvir ses fantasmes. Ted Bundy aura avoué 36 meurtres, mais certains experts estiment que le véritable nombre pourrait approcher la centaine. La question qui se pose alors est celle-ci. Comment a-t-il pu tuer autant sans être arrêté plus tôt ? Diplômé en psychologie, Ted Bundy a longtemps étudié les moyens d'échapper à la police. Son objectif était d'empêcher les enquêteurs d'établir un lien entre ces crimes. Le premier moyen d'y parvenir était de commettre ces meurtres dans des états différents. C'était extrêmement bénéfique pour lui car il y avait peu de coopération des services de police entre états à cette époque. L'endroit du meurtre changeait lui aussi. Il tuait parfois en forêt, d'autres fois dans des zones industrielles, mais ce n'est pas tout. Il lui arrivait également de rentrer par effraction dans la maison de ses victimes ou bien leur dortoir d'université et de les assassiner sur place.
Il étudiait la vie et les habitudes de ses victimes avant de passer à l'acte. Son second moyen de passer inaperçu était de les tuer de différentes manières. Certaines étaient étranglées, d'autres noyées, certaines étaient égorgées et d'autres frappées au crâne à l'aide d'un objet. Il n'utilisait jamais d'arme à feu, pour ne pas éveiller l'attention. La variété des lieux et la diversité des armes utilisées induisaient donc les enquêteurs en erreur. Ils pensaient tous avoir affaire à plusieurs tueurs différents. En plus de cela, à chaque meurtre, il brûlait les vêtements de sa victime. Il revenait sur les lieux, l'habillait de vêtements différents et la remaquillait. Tout cela rendait difficile l'identification des victimes en décomposition car les familles ne reconnaissaient pas la manucure ou la tenue de leur fille. Tout au long de l'interview, Ted Bundy parvient à se dédouaner subtilement de toute responsabilité pour ses actes. Il commence en se faisant passer pour la victime d'influences extérieures. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it though. Understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive feelings. And the issue is how this kind of literature contributed and helped mold and shape the kinds of violent behavior. It fueled your fantasies, didn't it? Well, in the beginning it fuels this kind of thought process. Then, at a certain time, it's instrumental in what I would say crystallizing it, making into something which is almost like a separate entity inside. Quand il parle d'entités distinctes, il introduit l'idée en nous qu'une force extérieure est venue perturber ses principes. Cette force, c'est selon lui la pornographie. Il cerne là parfaitement son intervieweur et s'aligne avec ses prises de position. S'il était tombé sur un militant anti-tabac, il aurait prétendu que la cigarette était le facteur déclenchant de ses crimes. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I'd say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement. Until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Son but est de faire croire qu'il était une bonne personne, un bon petit chrétien tourné vers Dieu, avant de basculer dans l'ombre. Or, comme on l'a vu précédemment, il agissait déjà de manière étrange quand il était enfant, que cela soit l'anecdote sur les couteaux de cuisine ou celle sur la torture des souris dans les bois. Il précise en plus que l'église était un frein contre cette dérive, et dit donc à James Dobson, fervent religieux, ce qu'il veut entendre. Il se considère enfin comme un addict à la pornographie, renforçant le fait qu'il n'est qu'une victime dans cette histoire. Là où il se montre très intelligent est qu'il anticipe les critiques et y répond d'avance. Un vrai manipulateur prétend toujours faire l'inverse de ce qu'il fait en réalité. It just occurred to me that some people would say that, well, I've seen that stuff and it doesn't do anything to me. And I can understand that. Virtually everyone can be exposed to so-called pornography, and while they're aroused to it to one degree or another, not go out and do anything wrong. Addictions are like that. They affect some people more than they affect others. Well, but there is a percentage of people affected by hardcore pornography in a very violent way, and you're obviously one of them. That was a major component, and I don't know why I was vulnerable to it. All I know is that it had an impact on me that was just so central to the development of the violent behavior that I engaged in. I'm saying to tell you that I'm not blaming pornography and not saying that it caused me to go out and do certain things. And I take full responsibility for whatever I've done and all the things that I've done. That's not the question here. Do you remember what pushed you over that edge? Again, when you say pushed, I know what you're saying. I don't want to infer again. I understand that. That I was some helpless kind of a victim, and yet. Il simule aussi l'humilité pour créer une proximité avec l'audience, mais surtout de l'empathie pour lui. You really feel
that hardcore pornography and the doorway to it, softcore pornography, is doing untold damage to other people and causing other women to be abused and killed the way you did others. Listen, I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Yeah, that's true. And it's real. It's true. Comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur les psychopathes ont 2,5 fois plus de chances d'être libérés de manière anticipée, alors que ce sont eux les criminels les plus dangereux. Ted Bundy en démontre ici la raison principale, leur capacité à apparaître comme vulnérables. Il est un si grand manipulateur qu'il parvient à verser une larme sur commande, chose que certains acteurs de cinéma ne sont même pas capables de faire. Hey, brah. 5 fatals. I'm screaming out of the fucking sky. All it up with the brush on fire. Mine. Welcome to the future, brah. Where's the plane crash at Foothill? Now let me show you the stabbing in Corona. I don't give a goddamn about fucking Corona. I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me. Your discretion advised. Pour se répandre dans toute la ville, Lou doit tuer la concurrence. Incapable de rivaliser avec Joe, il décide de tricher. Oh, fuck. Oh, fuck me, oh god, that's the fucking mayhem van. Joe Loader and the other dude. Park the car and get your camera. En blessant gravement son concurrent, Lou passe un cap dans l'illégalité, mais aussi dans l'immoralité. Sur la lieu de l'accident qu'il a provoqué, on distingue une opposition entre sa réaction et celle de Rick. Rick a la décence de refuser de filmer l'un de ses confrères, ce à quoi Lou lui répond, empreint de cynisme. Hey, don't film that, man. He's one of us. Not anymore, Rick. We're professionals. Ease a sail. Quand Joe est évacué sur civière, sûrement paralysé, Lou montre son vrai visage. Derrière son grand sourire et son apparente politesse se cache du vide, de la noirceur, une absence d'empathie. Le personnage principal du récit n'est donc pas un anti-héros comme on le pensait au début, mais bel et bien le méchant du film d'où le mal provient. En poussant son concurrent hors piste, il permet à son entreprise de prendre des parts de marché. Le problème est que détenir 100% d'un marché sans valeur n'a aucun intérêt. Lou décide donc d'augmenter artificiellement la valeur de son marché. Pour ce faire, il se lance à la recherche du fait divers parfait, et finit par le trouver. 3 personnes, sauvagement assassinées dans un quartier riche. Voilà du contenu de qualité. Lou parvient en plus à filmer le visage des meurtriers et la plaque d'immatriculation de leur véhicule. Il comprend néanmoins une chose, si les criminels sont rapidement retrouvés, les images qu'il a filmées seront diffusées moins longtemps. Il décide donc de cacher volontairement ces informations cruciales aux policiers. On voit chez Lou une absence totale de distinction entre bien et mal. Il rend service à des criminels qu'il ne connaît pas. Il ne le fait pas pour sauver un proche ou car il subit des pressions, mais uniquement car c'est dans son intérêt financier. Il préfère un monde où les gens ont peur, car c'est pour lui un monde où les gens regardent ses vidéos en boucle. Plusieurs jours plus tard, il parvient à retrouver les criminels dans un restaurant. Après s'être improvisé metteur en scène lors de l'accident de voiture, il veut à présent être le scénariste de son prochain film. Lou a une histoire précise en tête qu'il veut filmer. Une fusillade dans un lieu public entre les criminels recherchés et la police. Au lieu d'écrire son histoire sur papier, il la provoque. Il attend que les gangsters soient dans un lieu public pour appeler les policiers. Il leur explique qu'ils sont armés alors qu'il n'a pas aperçu d'armes. Son but est d'augmenter les chances d'une escalade meurtrière. Lou n'en a que faire de la vie des policiers et des clients du restaurant. Il veut tourner sa scène, quoi qu'il en coûte. Lorsque les forces de l'ordre pénètrent dans le restaurant, personne ne se doute de la suite. La dernière entrevue de Ted Bundy nous donne l'illusion qu'il a manipulé le révérend Dobson, mais il n'en est rien. Le criminel tombe en fait sur quelqu'un de plus intelligent que lui. Ce qu'il explique sur la pornographie, le révérend le pense déjà depuis des années. En lui accordant cette interview, James lui a fait croire qu'il pourrait faire pression pour lui obtenir une grâce. Or, ça n'a jamais été son intention.
Son but était uniquement de répandre ses idées sur la pornographie, en montrant qu'elle pouvait transformer des gens lambda en des Ted Bundy. En mentant sur son passé et la cause de ses crimes, Ted Bundy a donc fait le jeu du révérend. L'exclusivité des dernières paroles du serial killer le plus connu d'Amérique ne fut pas sans intérêt pour James Dobson. Cette interview aura rapporté $1 million à son organisation protestante. Sur ces $1 million, 600 000 ont été investis dans des groupes luttant contre la pornographie et le droit à l'avortement. C'est bien l'activiste religieux qui ressort gagnant de la discussion. La petite Kimberly Leach n'est pas morte en vain. Elle aura, sans le savoir, sauvé plusieurs dizaines de femmes et d'adolescentes en mettant fin à la série de crimes macabres de Ted Bundy. Lors du procès en 1979, un ancien bourreau décrit en détail le sort qu'il vivra 10 ans plus tard. He's strapped in the chair. The electrodes are affixed. Then the executioner walks to a little room behind the electric chair, which is the power room. The first charge of electricity, which is 1800 volts. This causes the body to lift up several inches from the chair in which he is strapped in. Causes the veins to pop out his neck, his hands, his face turns purple. In some instances, there is an odor of burnt flesh. And then there's a second charge of electricity, which is of a lower voltage, about 400 volts. That's held for about a minute. And then there's a third charge of electricity, which is up to 1400 volts. And this is held also for about a minute. And all this takes around 4 or 5 minutes. La psychopathie de Lou Bloom n'est, au départ, pas visible à l'œil nu. Elle se révèle ensuite au fur et à mesure que l'on apprend à le connaître. Quand on se penche sur le PCLR, on peut déjà le noter 0 aux critères sexuels. C'est quelqu'un de solitaire qui n'a pas un comportement extraverti sexuellement. Même quand il fait des avances à Nina, il ne la force pas, mais la manipule. Au niveau du facteur 2, l'aspect antisocial est le plus présent chez lui. Dès la première scène du film, il commet 2 délits, le vol de l'acier sur le chantier et le vol de la montre de l'agent de sécurité. Sa manière de faire est si naturelle qu'on peut en déduire qu'il n'est pas à son coup d'essai. Il devait être déjà de la sorte adolescent. Le critère sur la liberté conditionnelle est lui aussi évident. Il est en effet coupable de plusieurs délits mais continue de braver la loi. Il est également très polyvalent dans ses infractions. Il est l'auteur de vols multiples, de tentatives de meurtre sur un confrère, d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, et j'en passe. Quant à l'aspect style de vie, 3 critères sautent aux yeux. Le besoin de stimulation, l'impulsivité et le mode de vie parasite. Il est impulsif quand il décide, sans aucune préparation, de voler un vélo dans la rue pour l'échanger ensuite contre une caméra et une radio. Il l'est également quand il décide de voler la montre du gardien après ne l'avoir aperçue qu'une demi-seconde. Le fait d'être animé par le métier de nightcrawler démontre son besoin constant de stimulation. C'est en effet une profession à forte adrénaline, car il faut toujours être à l'affût pour être le premier sur la scène. Le fait de ne pas savoir précisément si les victimes sont vivantes, mortes, blessées, abîmées ou en morceaux ajoute une incertitude qui plaît à Lou. Le jeune homme est un parasite, c'est-à-dire qu'il profite des faiblesses des autres. Il sous-paye Rick car il sait que sans ce job, il est à la rue. Il menace Nina de stopper leur relation professionnelle si elle ne le satisfait pas sexuellement. Lou ne respecte donc pas les codes et les lois, ainsi que les droits et les libertés des individus. Il a en général un comportement court-termiste, mais il a une vision de long terme concernant la croissance de son entreprise. Lou obtient donc la note de 19 sur 20 au facteur 2. Reste le facteur 1, où il est là encore dans son élément. Sur l'aspect affectif, nous avons remarqué tout au long du récit le manque d'empathie, de remords et de culpabilité pour ses actes. La scène la plus représentative pour le moment étant celle où il filme son concurrent évacué sur civière. Il y a donc un tas d'émotions humaines qu'il ne ressent pas, mais il fait preuve de frustration, de colère et de joie à plusieurs reprises. Enfin, l'aspect interpersonnel est celui qui va le moins vous surprendre. Lou est un acteur qui manipule pour obtenir ce qu'il veut. Il ment comme il respire, ne supporte pas qu'on le contredise et encore moins qu'on le domine. Son estime de soi est si grande que les 2 seules personnes qui lui font face finissent très mal. Lou obtient donc la note de 34 sur 40. Quand on le compare aux autres personnages analysés, il a le score le plus haut. Même si Anton Chigurh passe son temps à tuer et est largement plus froid que Lou, ce dernier me paraît le plus dangereux.
La raison provient de son charme superficiel. Lou a le sourire, est sociable, avenant. Dans un groupe de travail, en entreprise ou lors d'une soirée, c'est celui que l'on soupçonne le moins d'être psychopathe, alors que c'est lui le plus inhumain. La cruauté d'Anton est quant à elle repérable dès qu'il rentre dans une pièce. L'expression sur son visage et sa manière d'être nous indiquent qu'il est une menace. On peut donc s'y préparer, contrairement à Lou, qui lui est plus subtil. L'autre aspect est sa capacité à mentir naturellement, qu'Anton ne maîtrise pas. Même quand les policiers lui mettent la pression, Lou parvient toujours à inventer une excuse qui le dédouane. La personnalité d'Anton fait qu'il restera toujours un loup solitaire, ce qui réduit son champ d'action. Lou, lui, sait se faire apprécier et respecter. Il a toutes ses chances d'accéder à des postes de pouvoir et d'avoir ainsi un plus grand impact qu'Anton. Il est bel et bien la représentation parfaite d'un homme qui porte le masque de la sanité. Car pour Lou, peu importe qui nous sommes à l'intérieur, en société, nous n'existons que par l'image que l'on renvoie aux autres. What we're gonna do is we're gonna wait, and then we're gonna follow him. And then when he reaches what would be considered a better or more populated neighborhood, then we'll report his location to the police. He's a violent, wanted criminal. I can't believe he's just gonna peacefully surrender. I want more money. We can reopen negotiations, Rick. Well, I want half of whatever we make tonight. I'll counter at 10,000. You don't set the numbers on this. I want half. I want half. Well, if you're saying I can't negotiate, then I guess I'm just gonna have to give it to you. Quand Lou acquiesce désabusé, il ne se plie pas à l'ultimatum de Rick, mais il vient de prendre une décision grave qu'il garde pour lui. Rompre son contrat avec son seul employé. Licencier son premier salarié est très dur pour n'importe quel entrepreneur venant de se lancer. C'est un choix qui demande énormément de réflexion et une grande remise en question sur ses capacités managériales. Cela occasionne de grands risques pour l'avenir de son business. Avant de rompre le contrat qui les unit, Lou a quand même la décence de laisser Rick donner le meilleur de lui-même une dernière fois. He's dead. Get this shot. Steady hands. Use your zoom. You saw it. I can't jeopardize my company's success to retain an untrustworthy employee. Même quand Rick se vide de son sang, il continue de le manipuler pour le rendre responsable de sa propre mort. Comme Joe, Rick représente lui aussi une vente. Ce qui vient de se passer est donc une victoire pour Lou. Il attire tout de même l'attention des policiers, à qui il avait prétendu ne pas avoir pu identifier les criminels. Son indifférence face à la mort de son collègue choque l'enquêteur. Pour parler de sa mort, il fait une pause, et au lieu de l'appeler Rick, mon collègue ou mon ami, il l'appelle mon employé, gardant une distance avec lui. La policière sait qu'il ment, mais n'a pas de preuves tangibles pour le faire arrêter. Lou garde la tête haute face à la tragédie qu'il vient de vivre. Yeah, and you seem real broken up about that. No, he died doing what he loved.
Anton Chigurh incarnait la mort, le sergent Barnes celui qui la défiait. Lou, quant à lui, est celui qui la manipule. La mort est sa source principale de revenus. Il doit donc la provoquer afin qu'elle se manifeste. Dès qu'elle frappe, il parvient à se mettre à l'abri pour pouvoir la filmer en action. Sa manière de voir les humains en souffrance comme des distributeurs de billets est certes marginale dans la société, mais Lou est un virus. Il a contaminé Nina de son inhumanité et ne compte pas s'arrêter là. Fort de son succès, il recrute une nouvelle équipe qu'il peut imprégner de sa mentalité afin de répandre la peur dans la ville. Congratulations. Your selection by Video Production News is evidence of the hiring committee's recognition of your employment history and unique personal qualities. I can tell you from experience that the surest way up the ladder is to listen carefully and follow my orders. You may be confused at times and other times unsure. But remember, I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself.